Dans les montagnes escarpées de l'Ohio, deux randonneurs chevronnés, Brody et Mac, se lancèrent dans ce qui devait être une simple aventure d'escalade. Le soleil du matin projetait des rayons dorés sur les sommets alors qu'ils gravissaient une falaise particulièrement abrupte, un terrain qui aurait découragé la plupart des gens. À mi-hauteur, Brody remarqua quelque chose d'étrange, des lignes parfaitement droites, taillées de manière non naturelle dans la paroi rocheuse. Intrigués, ils quittèrent leur itinéraire prévu pour enquêter et découvrir ce qui semblait être une structure artificielle dissimulée. Grâce à leur équipement et un peu d'ingéniosité, ils construisirent un système de poulies de fortune et parvinrent à déplacer un gros rocher bloquant l'entrée. Derrière, un tunnel sombre et inquiétant s'enfonçait dans la montagne. Malgré l'apparence sinistre, leur curiosité l'emporta sur la prudence. Une fois à l'intérieur, ils découvrirent un long couloir humide aux parois parfaitement taillées, des signes évidents d'une excavation humaine. L'air était froid et chargé d'humidité, et Brody se rendit vite compte que le liquide qui s'égouttait des murs dégageait une odeur nauséabonde de soufre, semblable à celle des œufs pourris. Mike, qui avait quelques connaissances en géologie, expliqua que le soufre provenant d'explosifs comme la dynamite, souvent utilisé dans les mines, était probablement à l'origine de l'odeur et de la surface lisse des murs du tunnel. Cela répondait à une question, mais en soulevait une autre: qui avait construit ce tunnel, et pourquoi? Alors qu'ils envisageaient de faire demi-tour à cause du risque d'instabilité dû aux anciennes explosions, un bruit aigu et perçant résonna dans les profondeurs, ravivant aussitôt leur envie d'aller plus loin. En s'enfonçant davantage, le tunnel révélait davantage de signes d'activité humaine, de vieilles paies, des pioches et des seaux étaient appuyés contre les parois. Certains de ces outils étaient rouillés au point d'être inutilisables, mais étrangement, d'autres, en particulier les manches en bois, avaient l'air presque neufs. Ce détail les troubla. Quelqu'un était venu récemment. Soudain, ils entendirent un sifflement joyeux et aperçurent la lueur d'une lanterne à huile. Un vieil homme, ignorant leur présence, apparut et ramassa une pelle avant de s'enfoncer dans l'obscurité. Lampes éteintes pour rester discrets, Brody et Mac le suivirent prudemment, guidés par la faible lumière de la lanterne. La piste les mena à une grande chambre souterraine, vivement éclairée par des lampes à huile. Brody et Mac se cachèrent derrière une machine métallique pendant que l'homme se mit à frapper la paroi rocheuse avec une pioche. Après quelques minutes, il s'arrêta et sortit des gravats une roche dorée étincelante. Mac murmura, stupéfait, qu'ils étaient tombés sur une mine d'or encore active. Mais leur émerveillement se transforma en panique lorsque la machine derrière laquelle ils étaient cachés, un four à charbon, se mit brusquement en marche. La chaleur soudaine les fit sursauter, et ils crièrent de douleur, révélant accidentellement leur présence. Le vieil homme se retourna d'un bond, pioche levée, et cria qu'il tentait de voler son éclat. Brody leva rapidement les mains pour se rendre et expliqua qu'ils avaient trouvé le tunnel par hasard. L'homme, qui se présenta sous le nom de Bob, fut d'abord méfiant, mais finit par les croire. Il leur raconta son histoire extraordinaire. Il avait découvert de l'or dans cette montagne dans les années 1980 et avait passé plus de 40 ans à vivre sous terre, agrandissant le réseau de tunnels à la main et avec quelques explosifs. Ne quittant que rarement la montagne, Bob avait consacré toute sa vie à amasser de l'or, son éclat. La salle remplie d'or où il se trouvait était le fruit de décennies de travail solitaire. Mac et Brody étaient stupéfaits devant le tas de pépites d'or scintillant à la lumière des lanternes, qu'ils estimaient valoir plusieurs millions. Toutefois, la joie de la découverte était assombrie par la solitude que Bob avait endurée. En parlant, Brody et Mike perçurent une profonde lassitude dans sa voix. Bob était devenu prisonnier de son obsession, accumulant de l'or sans jamais en profiter ni revoir le monde extérieur. Prenant conscience de cela, les deux amis lui suggérèrent doucement qu'il n'était pas obligé de vivre ainsi. Ils lui proposèrent de l'aider à vendre l'or et à repartir à zéro. D'abord réticent, Bob finit par accepter. Au fil des semaines suivantes, ils travaillèrent ensemble pour extraire le trésor de la montagne. Dans une ville voisine, ils trouvèrent un acheteur honnête et parvinrent à vendre toute la réserve pour la somme impressionnante de 23 823 900 $. Grâce à sa nouvelle fortune, la vie de Bob changea radicalement.
Il quitta la montagne et prit ses premières vacances en plus de 40 ans, profitant enfin de la lumière du soleil réel, et non de celle des lampes ou de l'or fondu. Il choisit de vivre paisiblement dans un village à la campagne, enfin libéré de l'obsession qui avait gouverné sa vie. Reconnaissant envers Brody et Mac pour leur amitié et leur gentillesse, il resta en contact étroit avec eux, les remerciant souvent de lui avoir offert une seconde chance. Cette aventure transforma aussi les deux amis. En repensant à leur périple incroyable, ils réalisèrent que les véritables trésors de la vie ne se trouvent pas seulement dans l'or ou le mystère, mais dans la compassion, les liens humains, et le fait d'aider les autres à retrouver l'espoir. Les mois passèrent, et la légende de la mine d'or cachée dans la montagne se répandit discrètement parmi les habitants de la région, même si sa localisation exacte resta un secret bien gardé entre Bob, Brody et Mike. Fidèle à sa promesse, Bob embrassa pleinement sa nouvelle vie. Il acheta un petit cottage confortable à la lisière d'un paisible village niché dans les collines verdoyantes de Pennsylvanie, bien loin des cavernes résonnantes de son ancien monde souterrain. Avec le temps, il redécouvrit les plaisirs simples qu'il avait oubliés depuis longtemps, les matins passés à siroter un café sur le perron, à griffonner dans un carnet usé, ou à se promener dans les champs de Haute-Zeb plutôt que dans des tunnels creusés de ses mains. Étonnamment, Bob se découvrit une passion pour la sculpture. À partir de morceaux de roche et d'outils brisés qu'il avait rapportés de la mine, il créa des sculptures étranges et magnifiques, des silhouettes tordues, des arches semblables à des tunnels, et des sphères dorées qui semblaient briller du même éclat surnaturel que les parois éclairées à la lanterne de son passé. La réputation du « vieil homme de la montagne » se répandit rapidement, et bientôt, de petites foules se rassemblèrent dans les foires artistiques locales rien que pour l'écouter raconter son histoire. Brody et Mac lui rendaient visite régulièrement. Le lien qui les unissait allait bien au-delà de l'amitié, il avait été forgé dans le danger, la confiance, et une expérience commune que peu de gens pourraient un jour comprendre. Lors d'une de leurs visites, Bob sortit un vieux coffre recouvert de poussière dont il n'avait jamais parlé auparavant. À l'intérieur, il y avait des journaux, des carnets manuscrits couvrant des décennies, détaillant chaque explosion, chaque tunnel, chaque découverte. Mais au milieu de ces carnets se trouvait quelque chose de différent, une petite boîte en fer rouillé, scellée par une bande de cire rouge. « Je l'ai trouvée dans un puits que j'ai scellé il y a des années, » dit Bob à voix basse. Je n'avais pas envie d'y penser à l'époque. Mais peut-être qu'il est temps. Brody brisa le seau de cire et ouvrit la boîte avec précaution. À l'intérieur se trouvait une carte déchirée, du parchemin jauni, aux bords brûlés, marqué de symboles étranges en encre fanée. Ce qui attira le plus leur attention fut un tampon dans le coin inférieur, US Geological Survey classifié, site 12 à ne pas perturber. Mac se pencha, les sourcils froncés. Ce n'est pas ta mine. Ça va beaucoup plus profond. Regarde les courbes de niveau. Bob hocha lentement la tête. Ce puits était plus ancien que mes tunnels. Je pensais que c'était juste une ancienne galerie de charbon. Mais j'ai entendu des choses, là-dedans. Des machines. Des échos. Et une fois, j'ai trouvé un morceau de métal fondu que je n'ai jamais pu identifier. Je l'ai refermé. Un silence pesant s'installa. Tu crois qu'il y a autre chose, là-dessous ? Demanda Brody enfin. La voix de Bob se fit douce. Je crois que je n'ai fait que gratter la surface. Ce qu'il y a sous cette montagne, quelqu'un s'est donné beaucoup de mal pour l'enfouir. Malgré le malaise, une lueur familière de curiosité brilla dans les yeux de Mike. Brody regarda à nouveau la carte, traçant les lignes qui disparaissaient dans une zone blanche. Ça ressemble à quelque chose de construit. Et récent. Peut-être militaire. Ou plus ancien encore. Plus ancien que l'armée, dit Mac. Les yeux de Bob rencontrèrent les leurs. Tout ce que je sais, c'est que j'ai passé 40 ans là-dessous. Et même moi, j'avais peur de creuser plus profond. Ce soir-là, alors qu'ils étaient assis sous les étoiles, la montagne sembla à nouveau les appeler non plus avec de l'or, mais avec des questions sans réponse. Le trésor qu'ils avaient découvert avait changé leur vie, mais les plus grands secrets de la montagne restaient peut-être encore cachés dans les ténèbres. Brody plia soigneusement la carte et la glissa dans sa veste. Si on y retourne, on le fait bien. Recherche,
équipement. Un vrai plan cette fois. Mike acquiesça, un sourire en coin. Une dernière expédition. Bob rit doucement, les yeux brillants de fierté mêlés d'inquiétude. Promettez-moi juste que si vous trouvez quelque chose qui devrait rester enterré, vous le laisserez là. Ils promirent. Mais même au milieu des rires et des tourtes sous la lumière des étoiles, une tension discrète flottait dans l'air, l'appel irrépressible de quelque chose d'ancien, oublié, et peut-être jamais destiné à être trouvé. La montagne n'en avait pas encore fini avec eux.